Imaginez un ennemi invisible, une force colossale capable d'effacer le labeur de toute une vie en un seul souffle. Face à cette fureur implacable, la science a échoué et l'ingénierie moderne a capitulé. Dans les immenses plaines, tous les hommes avaient fini par baisser les bras. Tous, sauf un. Seul, acculé à la ruine, il a décidé d'affronter l'impossible. Sans machine, sans l'aide du gouvernement, en utilisant minutieusement la seule chose que ses propres voisins jetaient aux ordures. Voici l'histoire véritable et fascinante de l'homme qui a littéralement arrêté le vent. Et son secret va bouleverser toutes vos certitudes. Avant de plonger au cœur de ce récit oublié, j'aimerais savoir jusqu'où cette histoire voyage aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Et si vous appréciez ces plongées dans notre mémoire collective, prenez un court instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail de transmission. Installez-vous confortablement. Notre voyage commence. Il y a un son que les agriculteurs de l'ouest du Kansas connaissent aussi intimement que les marins connaissent le grondement de l'océan. C'est le son du vent. N'imaginez pas une simple brise rafraîchissante. Dans ces vastes étendues, la brise n'existe pas. Il s'agit d'un courant d'air constant, acharné, soufflant à plus de 40 km par heure. Il descend au plateau du Colorado et traverse le tiers occidental de l'État sans jamais rencontrer le moindre obstacle suffisamment haut pour freiner sa course. Pas de montagne, pas de forêt, pas même une colline digne de ce nom. Rien qu'une prairie immense, plate et ouverte, qui s'étire à perte de vue jusqu'à se fondre dans l'horizon. Et ce vent ne s'arrête jamais. Dans la majeure partie du monde, le vent est un simple caprice météorologique. Il se lève, annonce un orage, puis s'évanouit le lendemain. Mais dans l'ouest du Kansas, le vent n'est pas une question de météo. C'est un élément fondamental de la géographie. Il est aussi permanent que la terre qui se trouve sous vos pieds. Ou du moins, aussi permanent que l'était cette terre avant que le vent ne commence à l'emporter. Elle aussi. Le comté de Hamilton se situe à l'extrémité occidentale du Kansas, si loin à l'ouest que la frontière du Colorado n'est qu'à une 50aine de kilomètres. La terre y est d'une platitude absolue, semblable à la surface d'une table, à une altitude de plus d'1 millier de mètres. Il y tombe en moyenne à peine 40 cm de pluie par an. C'est une quantité dérisoire, bien insuffisante pour faire pousser quoi que ce soit sans l'aide vitale de l'aquifère d'Ogallala qui sommeille dans les profondeurs. Au début des années 60, ce comté abritait environ 200 fermes actives. On y cultivait principalement du blé et du sorgho grâce à des puits irriguant les champs. Pourtant, ces hommes luttaient tous contre le même fléau. Un mal insidieux qui tourmentait les agriculteurs des grandes plaines depuis l'instant où le tout premier soc de charrue avait éventré la prairie originelle, l'érosion éolienne. Il est essentiel de comprendre ce que cette érosion inflige réellement à une terre, car cette mécanique impitoyable est le fondement même de notre histoire. Lorsque le vent balaie un sol nu, il arrache les particules à la surface. Les plus infimes d'entre elles, l'argile et le limon, s'envolent pour voyager sur des centaines de kilomètres. Vous avez sans doute déjà vu ces photographies glaçantes des tempêtes de poussière des années 30. De gigantesques murs de terre brune roulant à travers les plaines, avalant la lumière du soleil comme une plaie biblique. C'était l'érosion éolienne à une échelle apocalyptique. Mais la destruction n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être dévastatrice. Lors d'une journée venteuse ordinaire, et le comté de Hamilton en compte plus de 120 par an, un agriculteur peut perdre une fraction de millimètre de sa précieuse terre arable. Ce n'est pas suffisant pour être vu à l'œil nu, ni pour être mesuré. Mais inexorablement, au fil d'une décennie, des champs qui possédaient autrefois 30 cm d'une terre noire et riche n'en comptent plus que 20, puis 15, puis 10. Avec 10 cm, on peut encore faire pousser une récolte, mais on ne fera jamais pousser une bonne récolte. Cette couche amincie ne retiendra plus l'humidité et ne pourra plus abriter la vie microbienne dont un sol sain a désespérément besoin. Chaque centimètre volé par le vent est une parcelle de productivité qui ne reviendra jamais. Il faut à la nature environ 500 ans pour forger avec patience un seul centimètre de terre arable. Le vent du Kansas, lui, peut l'effacer en 5 ans. C'est dans ce paysage de désolation lente, face à cet ennemi invisible et invincible, que commence l'histoire d'un homme qui a refusé de se soumettre. L'histoire d'un homme qui a décidé d'arrêter le vent avec les seules choses que tous les autres jetaient au rebut. Le gouvernement fédéral connaissait parfaitement cette menace. Après le traumatisme indicible du Dust Bowl des années 30, lorsque la terre arabe s'était littéralement envolée pour assombrir le ciel jusqu'aux marches de Washington, les autorités avaient réagi avec la démesure propre aux grandes nations. Ils avaient conçu un projet titanesque, une muraille vivante destinée à dompter les humeurs des plaines. 220 millions d'arbres furent plantés à travers le pays dans le cadre d'un programme massif, un effort monumental baptisé le projet Shelter Belt.
Des rangées interminables de cèdres rouges, de pins autrichiens et de genévriers, minutieusement alignés pour briser la course folle du vent et protéger la terre qui s'abritait derrière elle. Sur le papier, dans les bureaux feutrés de la capitale, la théorie était irréprochable. Et pendant un temps, le projet a tenu ses promesses. Mais la nature possède ses propres horloges et les terres arides du Kansas pardonnent rarement. Nous sommes en 1962 et ce rêve végétal est en train de mourir. Ces rideaux d'arbres originels, autrefois symboles d'un espoir nouveau, ont désormais 30 ans. Ils sont affaiblis, meurtris par des années de sécheresse successives, rongés par la maladie et achevés par la négligence. Leurs branches mortes s'élèvent vers le ciel comme des doigts squelettiques, de plus en plus incapables d'offrir la moindre résistance aux bourrasques. Ce qui devait être un rempart impénétrable n'est plus qu'une ligne d'ombre fantomatique à l'horizon, une promesse gouvernementale lentement fanée par le soleil impitoyable de l'Ouest. À cette agonie naturelle s'ajoute l'impatience des hommes. Une nouvelle génération d'agriculteurs a pris possession des vastes étendues. Des hommes pragmatiques, fascinés par les promesses vertigineuses de l'agriculture moderne. Pour eux, ces vieux arbres mourants ne sont plus des protecteurs sacrés, mais de simples obstacles géométriques. L'air est à la rentabilité immédiate et à l'irrigation à pivot central, ces immenses bras métalliques qui tracent de parfaits cercles d'un vert éclatant dans la poussière grise. Pour faire de la place à ces machines géantes, on arrache les souches, on abat les troncs. On sacrifie volontiers la sagesse du passé sur l'autel du rendement immédiat. C'est dans ce climat de désillusion croissante que travaillait Roger Voss. Agent de vulgarisation agricole du comté de Hamilton, Roger était un homme de science, un fonctionnaire dévoué dont la mission relevait presque du sacerdoce. Chaque année, lors de la grande réunion annuelle sur la conservation des sols, il se tenait devant des salles remplies d'hommes au visage burinés par les éléments. Il leur répétait inlassablement la même doctrine, le remède institutionnel par excellence. Planter des ceintures forestières, leur disait-il avec conviction. Les arbres demeurent votre seule et unique ligne de défense véritable contre l'érosion éolienne. Mais à chaque fois, la salle lui renvoyait le même écho de désespoir résigné. La réponse des agriculteurs était toujours empreinte d'une vérité brute, celle de l'homme qui voit sa vie s'effriter entre ses doigts. Roger, lui répondait la voix lourde, il faut 20 ans pour qu'un arbre pousse et devienne assez haut pour avoir une quelconque importance. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai besoin d'aide. Et ces hommes n'avaient pas tort. Une rangée de jeunes plants tout juste mis en terre est aussi inutile contre le courant atmosphérique du Colorado qu'une clôture faite de simples ficelles. Il faut compter entre 15 et 20 ans pour qu'un brise-vent naturel atteigne la densité nécessaire pour ralentir véritablement les flux d'air. 20 ans, c'est le temps d'une génération entière de labeur. Dans ce comté, la majorité des fermiers n'avaient tout simplement pas le luxe d'attendre une génération pour que leur sol cesse de s'envoler. La bureaucratie pouvait se permettre de penser en décennies. Le paysan, lui, acceptait l'érosion comme le prix cruel à payer pour travailler cette terre, en priant simplement pour que le vent de cette année soit moins dévastateur que celui de l'année précédente. C'est au cœur de cette résignation collective, dans ce silence lourd de défaites agricoles quotidiennes, que se tenait un homme d'une trempe différente. Il s'appelait Nolan Cridé. En cette année charnière de 1962, Nolan venait de célébrer ses 44 ans. C'était un homme au trait taillé par les intempéries, dont la posture et le regard en disaient infiniment plus long que les plaintes habituelles de ses pairs. Il cultivait un modeste domaine de 130 hectares depuis son retour de la marine en 1946, l'année même de son mariage avec Hélène, dont la famille avait possédé et chéri cette terre bien avant lui. 16 longues années d'un labeur acharné. 16 années passées à scruter un ciel souvent avare, à retourner une poussière aride et à observer, avec une angoisse muette, le vent arracher chaque saison un peu plus de son capital, de sa sueur et de l'avenir de ses enfants. La ferme de la famille Cridé se trouvait dans la pire position géographique que l'on puisse imaginer pour affronter la colère de l'érosion éolienne. Elle était tragiquement ancrée à la toute dernière extrémité occidentale du comté. C'était, au sens littéral du terme, la toute première parcelle de terre cultivée que le vent féroce du Colorado percutait de plein fouet lorsqu'il franchissait la frontière invisible de l'État. À l'ouest des fragiles clôtures de Nolan, le regard se perdait dans un vide géographique sidérant. Il n'y avait absolument rien d'autre qu'une immensité de pâturages ouverts et une mer d'herbes rases qui s'étirait sans la moindre interruption sur plus de 120 kilomètres. Le courant d'air implacable qui finissait par atteindre les champs de Nolan avait eu tout l'espace et tout le temps nécessaires pour accumuler une vitesse dévastatrice depuis les lointains contreforts des montagnes rocheuses. Lorsqu'il s'abattait enfin sur sa précieuse couche de terre arable, il le faisait avec la brutalité sourde d'un torrent en crue percutant un frêle banc de sable. Les récoltes de Nolan portaient les stigmates profonds et indéniables de cet assaut perpétuel.
Les registres agricoles de l'année 1962 racontaient une histoire d'une cruauté mathématique absolue, une comptabilité glaciale qui condamnait lentement un foyer à la ruine malgré ses efforts démesurés. Ces champs de blé peinaient douloureusement à produire 21 boisseaux à l'acre, alors que la moyenne du comté s'élevait fièrement à 34. Son sorgho à grains plafonnait à 42 boisseaux, contre 58 pour les exploitations environnantes. Pourtant, Nolan n'avait rien d'un fermier incompétent ou négligent. Il n'y avait aucune faille dans son éthique de travail. Il retournait exactement le même type de sol, subissait le même climat aride, semait les mêmes variétés de graines certifiées et appliquait scrupuleusement les mêmes techniques modernes que ses voisins installés à peine quelques kilomètres plus à l'est. Malgré cette rigueur exemplaire, il récoltait péniblement 60% de leur volume. L'unique différence, la véritable ligne de fracture entre la prospérité des autres et son propre déclin, c'était l'exposition brute aux éléments. Les terres occidentales de Nolan ne possédaient aucun bouclier naturel ou artificiel. Pas le moindre bosquet d'arbres matures, pas la plus petite ondulation de terrain, pas même un vieux bâtiment pour offrir une fraction de seconde de répit avant que la rafale ne vienne fauchère, déraciner et dessécher ces jeunes pousses vulnérables. Sa terre était devenue dramatiquement plus fine, beaucoup plus sèche et profondément plus épuisée que celle des fermes situées à un souffle de là, pour la simple et cruelle raison qu'il encaissait toujours le premier coup, le plus pur et le plus violent. Nolan était l'avant-garde sacrifié de ce territoire rugueux, un homme silencieux et résilient, acculé au bord du gouffre par une force naturelle colossale qui ne pouvait ni fuir ni dompter. Roger Voss exhortait Nolan à planter une ceinture forestière depuis le milieu des années 50. Le fermier y avait d'ailleurs sérieusement réfléchi. Il avait même pris le temps d'évaluer scrupuleusement le coût des jeunes plants auprès du service forestier de l'État, des cèdres rouges, des pins noirs d'Autriche, des genévriers des Rocheuses. L'investissement financier en lui-même n'avait rien de ruineux. Pour environ $200, il pouvait se procurer suffisamment de jeunes pousses pour border l'intégralité de sa limite occidentale. Mais aux yeux de Nolan, ce montant dérisoire masquait le véritable prix à payer. La monnaie d'échange n'était pas le dollar, c'était le temps. 20 longues années. 20 années passées à observer de frêles arbrisseaux tenter désespérément de s'enraciner, tandis que sa précieuse terre noire continuait de s'envoler en nuages aveuglant vers l'est. 20 saisons de récolte famélique à perdre un terrain vital face à un fléau qui s'aggravait à chaque équinoxe. C'était une concession intolérable, une lente agonie agricole. Par un matin sec du printemps 62, alors que la bise incessante soulevait déjà des tourbillons de poussière ocre autour de ses bottes usées, Nolan trancha définitivement. « Je n'ai pas 20 ans devant moi », déclara-t-il calmement à Roger, venu faire son inspection de routine. « Ma couche arable est déjà réduite à peine 12 cm sur le quart ouest. À ce rythme, je cultiverai la glaise du sous-sol bien avant que tes arbres ne soient assez robustes pour freiner quoi que ce soit. » Le fonctionnaire soupira longuement, ajustant le bord de son chapeau contre la bourrasque. « Dans ce cas, quel est votre plan ?» demanda-t-il avec cette pointe de condescendance propre aux hommes habitués à dicter les règles. Pour toute réponse, Nolan leva le bras, la manche retroussée sur un avant-bras noueux, et pointa du doigt l'angle lointain de son champ. Là, trônait un imposant tas de pierres. Des roches brutes, de toute taille et de toute teinte, qu'il avait minutieusement extirpées de la terre au fil des ans lors des exigeants labours de printemps. Ces mêmes pierres que chaque agriculteur du comté maudissait, arrachées à la sueur de son front, et jetées dans les ravins comme un vulgaire déchet encombrant. « C'est cela, mon plan », murmura Nolan. Roger cligna des yeux, perplexe. Il regarda l'amas de rocailles difformes, puis fixa Nolan, avant de reporter son attention sur les pierres inertes. « Vous voulez construire un brise-vent avec des roches ?» demanda-t-il, l'incrédulité marquant profondément ses traits. « Je vais ériger un mur en pierre sèche de plus d'1,20 m de haut, sur toute la longueur de ma frontière ouest. 800 mètres de remparts massifs, » affirma le fermier avec la conviction inébranlable d'un homme qui a longuement mûri sa décision. Roger Voss était un homme doté d'une immense patience, une vertu indispensable dans ces contrées rudes, mais sa tolérance s'arrêtait là où commençaient les manuels agronomiques fédéraux. Nolan, un mur de pierre n'étant aucun cas une pratique de conservation des sols reconnue par les autorités. Absolument aucune recherche scientifique moderne ne soutient l'utilisation de la maçonnerie dans l'agriculture des plaines. Nos directives préconisent les ceintures d'arbres ou les bandes enherbées. Personne, je dis bien personne, ne construit de mur ici. Personne au Kansas, c'est exact, rétorqua Nolan, le regard droit et fier. Mais ils en bâtissent en Écosse. Ils en érigent dans les tourbières d'Irlande et sur les collines escarpées de la Nouvelle-Angleterre. Et ils le font depuis plus d'un millénaire pour protéger leur culture des éléments. Le vent souffle aussi dans ces contrées lointaines. Roger. Le fonctionnaire secoua la tête, s'accrochant désespérément à son dogme institutionnel.
Ce sont des climats radicalement différents, des sols distincts, des traditions qui n'ont pas leur place ici. Nolan l'interrompit d'une voix douce mais d'une fermeté absolue. Le vent reste le vent. Qu'il souffle sur une lande écossaise ou sur la grande prairie américaine, un obstacle de pierre le brise exactement de la même manière. La physique, Roger, se moque bien de la géographie et de tes manuels. Vaincu par cette sagesse ancestrale et têtue, l'agent agricole sortit son carnet à spirale de sa poche de chemise. Il griffonna quelques mots avec une évidente résignation. Une annotation laconique qui ressemblait probablement à « mur de pierre de Cridé ». Projet non recommandé. Puis, il remonta dans son véhicule officiel et s'éloigna, avalé par le brouillard poussiéreux. Le lendemain, à l'aube naissante, dans le silence de la plaine, Nolan posait sa première pierre. Il nous faut maintenant parler des pierres, car elles sont la matière première de ce récit, l'ossature secrète et silencieuse de cette terre. Le comté de Hamilton repose sur ce que les géologues nomment la surface des hautes plaines. Il s'agit d'une immense strate de sédiments déposés il y a de cela des millions d'années par des fleuves tumultueux, coulant inlassablement vers l'est depuis les cimes majestueuses des montagnes rocheuses. Mêlées à cette terre millénaire, enfouie dans l'obscurité du sous-sol, on trouve des roches de toute taille et de toutes origines. Du calcaire laiteux né au fond de mers préhistoriques depuis longtemps disparues, du silex tranchant issu de profonds dépôts crayeux, des fragments de granit rugueux arrachés par la lente dérive des glaciers, et du grès patiemment poli par le lit d'anciennes rivières. Mais ces fragments d'éternité ne dorment pas paisiblement sous la surface. Chaque hiver, le climat rigoureux du Kansas orchestre un cycle naturel impitoyable de gel et de dégel. Lorsque la terre gèle, elle se dilate sous l'effet du froid, emprisonnant les pierres dans une étreinte glacée. Au printemps, lorsque le sol dégèle sous les premiers rayons du soleil se rétracte, la mécanique implacable de la nature expulse lentement ses corps étrangers vers le haut. C'est une ascension silencieuse, invisible à l'œil nu. Année après année, centimètre par centimètre, la terre pousse ses roches à l'air libre, avec la même inéluctabilité qu'une pâte à pain levée repousse les raisins secs vers sa croûte dorée. C'est ce que l'on pourrait appeler l'amère moisson de pierre du printemps. Pour les hommes rudes qui travaillent ces plaines, cette moisson n'a cependant rien d'une bénédiction. C'est une malédiction rituelle, un fardeau physique hérité des premiers pionniers. Les agriculteurs vouent une haine viscérale et unanime à ces pierres des champs. Et pour cause, elles sont les ennemis jurés du progrès mécanique. Elles fracassent les lames d'acier des charrues en plein élan, elles bloquent les barres de coupe des moissonneuses-batteuses avec un grincement métallique sinistre, elles perforent les épais pneus des lourds tracteurs et moussent prématurément les socs des cultivateurs. Avant même de pouvoir songer à semer la moindre graine d'espoir pour la saison à venir, chaque fermier du comté doit accomplir le même pèlerinage éreintant. Il faut marcher à travers ces immenses parcelles, courbées en deux sous le vent, pour ramasser ces intrus à main nue ou les traîner péniblement sur de lourds traîneaux de bois. Ces milliers de roches finissent invariablement le voyage de la même manière, entassées le long des clôtures rouillées, jetées pêle-mêle au fond d'un ravin stérile pour combler un trou ou chargées à l'arrière d'un camion en partance pour la carrière de gravier local. Aux yeux de tous, elles ne représentent qu'un déchet encombrant. Elles incarnent l'obstacle physique absolu, l'élément frustrant qu'il faut absolument éliminer de l'équation avant de pouvoir véritablement commencer à cultiver. Il y a là une ironie d'une beauté presque tragique. La terre elle-même, blessée par les assauts répétés du vent, offrait à ces hommes le remède exact à leur malheur. Elle faisait littéralement remonter à la surface, chaque printemps, la solution définitive à la disparition de leur sol arable. Mais l'aveuglement de la modernité était total. Ces bâtisseurs de l'ère industrielle regardaient l'antidote et n'y voyaient qu'un poison pour leur précieuse machine. Seul Nolan Cridé avait su lire la silencieuse proposition de la nature. Il s'apprêtait à prendre cette matière méprisée pour accomplir un miracle d'humilité. C'est en avril 1962 que s'amorça ce travail de titan dans le silence indifférent des grandes plaines. Nolan choisit pour point de départ l'angle sud-ouest de sa propriété, là où la morsure du vent se faisait la plus cruelle. Son plan, dans sa conception, était d'une simplicité désarmante, presque archaïque. Il s'agissait d'ériger un mur en pierre sèche, sans la moindre once de mortier, de ciment ou de liant artificiel. Juste de la roche reposant sur de la roche. Cet ouvrage devait s'élever à plus d'1,20 m du sol, s'étirer sur une largeur de 45 cm à sa base et courir inexorablement vers le nord le long de sa frontière occidentale sur une distance vertigineuse de 800 mètres. Une cicatrice minérale barrant la route à l'invisible. La maçonnerie à pierre sèche n'est pas une simple technique de construction. C'est un art ancestral, une méditation physique, une conversation silencieuse entre l'homme et la matière. La méthode exigeait une minutie absolue et une abnégation totale. Il fallait d'abord sélectionner chaque moellon avec soin, soupeser son volume, scruter ses aspérités et anticiper sa place exacte dans l'édifice. Les pierres les plus massives,
Celles offrant une surface large et plane étaient destinées aux fondations pour ancrer solidement la structure dans la poussière. Les éléments plus modestes venaient s'imbriquer par-dessus, s'emboîtant les uns dans les autres avec la précision organique d'un puzzle en 3 dimensions. C'était la gravité et la seule force de friction qui devaient maintenir le rempart debout face aux assauts répétés du ciel. Aucune machinerie lourde ne pouvait l'assister dans cette tâche délicate. Aucun outil sophistiqué ne pouvait remplacer l'intelligence sensible de ses mains. Il ne disposait que de sa propre force, d'un dos courbé par l'effort répétitif et d'un œil extraordinairement aiguisé pour deviner comment les arêtes vives et les creux pouvaient s'épouser. Nolan n'avait pourtant jamais ouvert un seul ouvrage d'architecture consacré à la pierre sèche, pas plus qu'il n'avait suivi l'enseignement d'un maître bâtisseur européen. Son seul et unique bagage résidait dans ces 16 années passées à extraire ces mêmes roches de ces sillons. Au fil des saisons, il avait développé ce regard singulier, cette attention profonde que seul un paysan porte aux éléments qu'il manipule quotidiennement. Il savait instinctivement que le silex était traître et coupant, que le calcaire s'effritait parfois sous son propre poids, mais que toutes ces formes imparfaites possédaient des faces cachées capables de se verrouiller entre elles si on leur accordait la patience nécessaire pour trouver le juste point d'équilibre. Durant les 2 premières années, il œuvra dans une solitude absolue, rythmant sa vie autour de ce sacerdoce herculéen. Chaque matin, bien avant que la lueur de l'aube ne vienne dissiper les ténèbres de la prairie, et avant même d'entamer son véritable travail agricole, il consacrait 2 heures pleines à l'édification de son mur. Ses mains calleuses se couvraient de la poussière blanche de la roche avant même de toucher la terre brune de ses champs. Chaque soir, alors que la fatigue du labo alourdissait terriblement ses membres, le crépuscule le trouvait de nouveau là, soulevant, ajustant, calant inlassablement pendant 2 heures supplémentaires. Les week-ends, du lever au coucher du soleil, il s'abandonnait entièrement à son grand œuvre. Il n'y avait pas de repos, pas de trêve. Juste le bruit mat du roc heurtant le roc, une cadence lente et obstinée résonnant dans l'immensité du Kansas. Bientôt, l'épuisement des réserves de ses propres champs le poussa à étendre son rayon d'action. Nolan commença à charrier les pierres amassées aux confins des terres de ses voisins. Ces derniers le laissèrent emporter leurs encombrants fardeaux avec un soulagement narquois. À la coopérative du comté, on s'amusait de voir cet homme s'échiner à ramasser la lie de la terre. Il le regardait déplacer ce qu'il considérait comme des déchets absolus, totalement incapable de percevoir la majesté solennelle de l'œuvre qui prenait vie. Là où le monde moderne ne voyait qu'un misérable amoncellement de rebuts, cet homme bâtissait, dans le silence de ses aubes, un monument dédié à la persévérance humaine. Dans les petites communautés agricoles, isolées au milieu des vastes océans d'herbe, le silence est rare et les secrets n'existent pas. La coopérative du comté de Hamilton, avec ses immenses silos à grains dressés comme des cathédrales de tôle sous le ciel implacable, était le cœur battant de la vie sociale. C'est là, entre l'odeur âcre du café bouilli et sel, beaucoup plus lourde, des engrais et du gazole, que les rumeurs naissaient, s'amplifiaient et devenaient d'indiscutables vérités. Bientôt, la curiosité initiale suscitée par le manège étrange de Nolan fit place à l'incrédulité, puis, inévitablement, à la franche hilarité. L'idée même qu'un homme puisse espérer stopper la fureur séculaire du vent du Kansas avec un simple tas de cailloux semblait aussi absurde que de vouloir retenir une inondation avec un filet percé. Dans l'esprit collectif, le vent était une force aveugle et suprême. On ne l'affrontait pas avec des pierres, on se contentait de courber l'échine. Au centre de cette cabale moqueuse, s'improvisant chef d'orchestre des rires, se trouvait Merle Axton. Merle était le concessionnaire local d'équipements agricoles de Syracuse, l'homme influ qui vendait les immenses machines rutilantes promettant de dompter définitivement la prairie. Il incarnait à lui seul l'arrogance triomphante et aveugle de cette nouvelle ère. Pour Merle, l'avenir de la Terre s'écrivait exclusivement avec des moteurs diesel rugissants, des systèmes d'irrigation monumentaux crachant des arcs-en-ciel artificiels et des pulvérisateurs chimiques d'une puissance inédite. Il se posait en grand prêtre d'une modernité bruyante, fermement convaincu que l'homme de la seconde moitié du XXe siècle avait assujetti la nature grâce à l'acier forgé et aux molécules de synthèse. À ses yeux, les méthodes du passé n'inspiraient au mieux qu'une indulgente condescendance, et au pire, un profond mépris pour ce qu'il considérait comme un misérable obscurantisme rural. Un samedi matin, alors que la coopérative grouillait de fermiers venus échanger sur l'avancée des semailles, Merle s'offrit une représentation théâtrale dont il maîtrisait parfaitement les rouages. S'appuyant lourdement sur le comptoir usé en formica, il déclara d'une voix de stentor, délibérément conçue pour résonner par-delà les étalages de pièces détachées. « Vous savez ce que fabrique Nolan Cridé sur sa frontière ouest? Un véritable mur médiéval. » Il ménagea une longue pause dramatique, balayant son auditoire d'un regard amusé pour s'assurer d'avoir captivé l'attention de tous. Un mur en pierre de plus d'1 mètre de haut, bâti à main nue, pour arrêter le vent du Colorado. La prochaine étape,
Croyez-moi, ce sera de creuser des douves remplis d'eau et de relever un pont-levis pour empêcher les sauterelles d'envahir son blé. La foule éclata d'un rire gras, complice et cruellement soulagé. Merle excellait dans cet exercice pernicieux, la moquerie facile, le bon mot qui flatte l'ego de l'auditoire et le rejet public, particulièrement jubilatoire, de tout ce qui ne sortait pas de son propre catalogue de vente. Quelqu'un devrait tout de même prévenir ce pauvre Nolan que nous avons inventé le tracteur, poursuivit Merle, savourant son triomphe devant un parterre totalement acquis à sa cause. Nous avons des pivots centraux, nous avons des herbicides miracles. Nous faisons de l'agriculture moderne, bon sang. Nous n'avons absolument aucun besoin de retourner à l'âge de pierre pour espérer sauver nos exploitations. Le jugement fut ainsi rendu par le tribunal de la coopérative et le surnom lui resta, collant à sa peau comme la poussière sèche de ses champs dévastés. Nolan Cridé devint, pour l'ensemble du comté, l'homme des rochers, le bâtisseur anachronique. Son ouvrage minutieux, fruit d'une réflexion profonde et d'un labeur proprement surhumain, fut ravalé au rang de simple farce locale. Son mur en devenir n'était plus qu'une curiosité ridicule que l'on montrait du doigt en passant en camionnette sur la route de gravier, déclenchant des sourires goguenards et des haussements d'épaules. Il existe une douleur particulière, aiguë, froide et silencieuse, à être un visionnaire encerclé par la certitude arrogante de ses pairs. La solitude de Nolan n'était plus seulement celle des longues heures de labeur physique, les mains écorchées dans l'eau glaciale. C'était la cruelle solitude morale d'un homme fondamentalement incompris par son époque. Pourtant, il ne protesta jamais. Il ne se défendit d'aucune insulte, n'éleva jamais la voix pour justifier sa folie apparente. Pendant 6 longues années, tandis qu'il empilait ses pierres une à une avec une ferveur quasi religieuse, dressant son rempart silencieux contre l'inévitable, le comté tout entier continua de rire. Et Nolan, imperturbable, absorba leur moquerie avec la même impassibilité minérale que son œuvre allait bientôt opposer à la fureur de la tempête. Il faut s'attarder un instant sur la physionomie même de ce rempart, car c'est précisément là, dans l'agencement brutal de la matière, que la sueur de l'homme rencontre la science de la nature. À l'aube de l'année 1963, Nolan avait achevé un tronçon d'environ 120 mètres. Ce n'était qu'une fraction dérisoire, à peine un 1/6 de la distance totale qu'il s'était juré de couvrir, mais l'édifice imposait déjà un respect silencieux. Le mur s'élevait à un peu plus d'1,20 m de hauteur. Sa base, large et trapue de 45 cm, s'affinait avec une grâce inattendue pour ne mesurer plus que 30 cm à son sommet. Chaque pierre qui le composait avait été jaugée par l'œil, soupesée par la main, et mariée aux autres par la seule force de l'essai, de l'erreur et d'une infinie patience. Il n'y avait là aucune ligne droite tracée artificiellement au cordeau. L'ouvrage épousait fidèlement le contour naturel de la frontière, s'incurvant avec souplesse là où le terrain plongeait ou se soulevait imperceptiblement. Selon n'importe quel critère esthétique, c'était un travail d'une beauté brute et saisissante. On aurait dit que ces crêtes minérales n'avaient pas été laborieusement posées sur la terre, mais qu'elles avaient littéralement poussé hors du sol comme une échine géologique endormie. Mais pour un homme tel que Nolan, la beauté n'était qu'un heureux accident. Seule la fonction importait véritablement. Et c'est au cours du printemps de cette même année 63, alors que le vent reprenait son grand chant lugubre à travers les plaines occidentales, qu'il obtint la toute première preuve intime que son intuition était juste. La révélation ne vint pas d'un instrument de mesure complexe ni des pages d'un bulletin agronomique gouvernemental. Elle vint des tiges frêles et frémissantes de son propre blé d'hiver. En arpentant ses sillons dans la lumière pâle et froide du petit matin, son regard, habitué depuis des décennies à déceler la moindre anomalie dans l'océan vert de ses cultures, s'arrêta brusquement sur la zone jouxtant son rempart inachevé. Dans un périmètre s'étendant sur une vingtaine de mètres derrière la structure de pierre, les rangées de blé étaient distinctement plus hautes que celles qui poussaient plus loin, livrées à elles-mêmes face au vent. La différence n'était pas spectaculaire pour un œil profane. Il s'agissait tout au plus de 5 petits centimètres d'écart. Mais pour un cultivateur du Kansas scrutant de jeunes pousses en début de saison, 5 centimètres représentaient un gouffre absolu. Cela signifiait qu'il y avait une plus grande concentration d'humidité précieusement piégée au niveau de la zone racinaire. Cela prouvait que les plantes subissaient infiniment moins de stress mécanique et de dessèchement sous les assauts constants de l'air. En somme, avec sa simple présence, ce modeste amas de roches avait déjà commencé à engendrer un microclimat protecteur. Nolan s'accroupit lentement, passa une main rugueuse et calleuse sur les épis naissants et laissa son esprit faire le calcul. L'équation qui se dessinait devant lui était d'une limpidité aveuglante. Si un misérable segment de 120 mètres parvenait à offrir un tel avantage vital de croissance aux rangées avoisinantes, quel serait l'impact d'une muraille ininterrompue s'étirant sur plus de 800 mètres? La réponse palpitait là, sous ses doigts, dans la sève vigoureuse de ses plantes.
Face à ce triomphe personnel, Nolan eut une réaction qui résumait l'homme tout entier. Il ne courut pas à la ville pour s'en vanter. Il n'alla pas chercher l'agent agricole pour exiger des excuses, ni ne se présenta à la coopérative pour faire taire les moqueries blessantes de ses voisins. Il garda ce miracle balbutiant pour lui seul, comme on protège une braise fragile au creux de ses paumes face à la tempête. C'était un secret profond, partagé uniquement entre ses mains blessées, la pierre froide et la terre nourricière. Il avait enfin trouvé sa justification intime, non pas dans le regard ou l'approbation des autres, mais dans le murmure de la nature qui, pour la première fois depuis des années, semblait trouver refuge sur ces terres. Fort de cette certitude silencieuse, l'âme profondément apaisée mais le corps déjà tendu vers l'effort à venir, Nolan se releva, tourna le dos à son champ reverdi et retourna simplement empiler d'autres pierres. Les saisons s'enchaînèrent avec la régularité impitoyable du métronome naturel des grandes plaines, et le mur continua de grandir, muet, stoïque et tenace. En 1963, Nolan ajouta 150 mètres supplémentaires à son ouvrage, portant le total à près de 300 mètres. Puis vint l'année 64, marquant l'ajout de 180 mètres de plus, forgé dans la chaleur étouffante et poussiéreuse de l'été, ainsi que dans les aubes glaciales de l'automne. 65 vit naître encore 150 mètres. Année après année, saison après saison, l'interminable cicatrice grise s'allongeait inexorablement sur la frontière occidentale de la ferme. Il n'y avait aucun raccourci possible, pas le moindre miracle mécanique pour alléger ce fardeau écrasant. Chaque mètre linéaire gagné sur l'horizon représentait des tonnes de roches exhumées, transportées, soulevées et encastrées par la seule volonté d'un homme qui refusait catégoriquement de voir son héritage familial s'évaporer dans les airs. C'était un dialogue intime et épuisant entre la chair humaine et le règne minéral, une prière de sueur silencieusement murmurée à la terre. Au fil de cette lente et majestueuse progression, la terre elle-même commença à témoigner ouvertement sa faveur. À mesure que le rempart s'étirait vers le nord, le paysage agricole se scindait en deux réalités distinctes, offrant un contraste visuel saisissant. La différence ôtait désormais aux yeux, frappante même depuis la route départementale, de gravier blanc qui bordait les champs. Sur la portion sud, là où la muraille achevée dressait son formidable bouclier, le blé d'hiver n'était fondamentalement plus le même. Il s'élevait, fier, uniforme et dru, affichant un vert d'une profondeur inédite, presque sombre. Les tiges étaient épaisses, gorgées d'une sève vitale que le courant d'air permanent ne parvenait plus à assécher. La terre à leurs pieds conservait sa teinte noire, riche et prometteuse, retenant jalousement la précieuse humidité des rares pluies. En revanche, sur la moitié nord encore tragiquement exposée, le tableau restait d'une désolante familiarité, des plants rachitiques, pâles, luttant désespérément pour leur survie dans une poussière stérile balayée par les rafales. Ce contraste permanent semblait tracer une ligne de démarcation absolue entre la vie foisonnante et la simple survie. Face à cette évidence agronomique spectaculaire qui s'imposait sous le soleil éclatant du Kansas, le cœur des moqueries villageoises commença sérieusement à s'enrayer. À la coopérative agricole de Syracuse, les rires gras et assurés d'autrefois cédèrent progressivement la place à des murmures perplexes, puis à un déni obstiné et presque fiévreux. On chuchotait près des pompes à essence, observant au loin la ligne grise qui découpait l'horizon. Certains avançaient très timidement que le mur y était peut-être pour quelque chose, mais la vanité des hommes modernes est une citadelle particulièrement difficile à faire tomber. On préféra donc s'inventer 1000 autres justifications pour apaiser l'inconfort intellectuel. On prétendit avec aplomb qu'il s'agissait sûrement d'une variation naturelle de la composition du sous-sol. On accusa même Nolan d'irriguer secrètement cette parcelle spécifique au beau milieu de la nuit pour tromper son monde. Tout était préférable à l'idée effroyable de devoir publiquement admettre qu'un tas de cailloux barbares, empilés à la seule force des bras, surclassait nettement l'ingénierie moderne de leur époque. Mais les rumeurs stériles et le déni n'avaient absolument aucune prise sur l'avancée imperturbable des travaux. L'année 66 ajouta encore 120 mètres au ruban de pierre. Puis arriva 67. Dans les premiers jours frisquets du mois d'octobre, sous un ciel immense et d'un bleu cristallin, Nolan Cridé posa délicatement le tout dernier moellon à l'extrémité nord de sa propriété. L'œuvre titanesque était achevée. 6 années d'un labeur acharné. 800 mètres de longueur. Approximativement 10 000 pierres individuelles, arrachées à la poussière, charriées sur des kilomètres et agencées avec la précision infaillible d'un orfèvre par un seul et unique homme œuvrant dans la solitude la plus totale. Nolan essuya la poudre de roche sur son pantalon, ajusta son chapeau face à la brise altérée et contempla simplement le silence nouveau qui régnait derrière son rempart. L'histoire de cette terre venait de changer à jamais. La première véritable saison de croissance à s'épanouir à l'abri du grand mur de pierre achevé fut celle de l'année 1968. Pour célébrer cette victoire silencieuse, Nolan sema son blé d'hiver sur son fameux quart occidental, ces 32 hectares qui,
pendant 16 longues années d'amertume, avait incarné sa terre la plus aride, son fardeau le plus lourd. Dès l'émergence des jeunes pousses, le miracle devint visuellement indéniable. Le peuplement végétal affichait une densité qu'il n'avait jamais espéré observer sur cette parcelle maudite. La croissance était fulgurante, d'une uniformité et d'une santé absolument insolentes. Au moment fatidique de la moisson, les chiffres de la balance tombèrent, implacables et magnifiques. Le champ autrefois le plus pauvre de Nolan produisit 39 boisseaux à l'acre, pulvérisant sans effort la moyenne départementale qui stagnait cette année-là à 36. C'est cette arithmétique triomphante, cette preuve irréfutable inscrite dans le grain, qui ramena Roger Voss à la ferme. L'agent agricole, celui-là même qui avait autrefois affirmé avec une certitude toute bureaucratique que les ouvrages de pierre n'avaient pas leur place dans les plaines, gara son véhicule sur le bas-côté. Il marcha lentement vers la lisière des blés dorés, fixant l'imposante cicatrice grise qui balafrait l'horizon ouest. « Qu'est-ce que je suis en train de regarder, Nolan ?» murmura-t-il, la voix altérée par une profonde stupéfaction. « Tu regardes 39 boisseaux, » répondit le fermier avec la calme fierté de l'artisan. Roger s'approcha du rempart. Il se tint du côté protégé, tournant le dos à la pierre, et leva une main hésitante. Le vent hurlant qui s'acharnait à lui arracher son chapeau du côté exposé n'était plus, ici, qu'un souffle tiède et inoffensif. L'agent sentait la vélocité de l'air chuter d'au moins 80%, et ce miracle invisible s'étirait sur une distance de plus de 60 mètres à travers le champ. Pensant à nouveau avec l'esprit d'un véritable scientifique, Roger marmonna qu'un obstacle de cette taille ne devrait théoriquement réduire le vent que sur une fraction de cette distance. « Ce n'est pas seulement une question de hauteur », expliqua Nolan en ramassant un fragment de calcaire plat à la base de l'édifice. « C'est une question de masse et de vide. Quand la tempête frappe ces 150 tonnes de roc, son énergie dévastatrice doit bien aller quelque part. Une partie passe par-dessus, mais le reste s'engouffre violemment dans la structure. Chaque pierre agit comme un déflecteur. Le vent pénètre par les milliers d'interstices, rebondit à l'intérieur de ce labyrinthe minéral, se brise contre les arêtes et dissipe sa fureur en un instant. Lorsqu'il finit par ressortir de notre côté, ce n'est plus du vent, c'est simplement de l'air. Et l'air, Roger, n'emporte pas la terre végétale. Mais le génie de cette barrière vernaculaire allait bien au-delà de la simple mécanique des fluides. En domestiquant le vent, le mur avait déclenché une véritable cascade de bienfaits écologiques. Premièrement, l'évaporation terrifiante de la surface avait drastiquement chuté, permettant au sol de retenir jusqu'à 20% d'humidité supplémentaire lors des étés impitoyables. Deuxièmement, durant les rudes hivers, la muraille agissait comme un immense piège à neige. D'épaisses congères s'accumulaient à l'abri, fondaient doucement au printemps et offraient à la terre une irrigation céleste et gratuite. Enfin, il y eut ce phénomène miraculeux que personne n'avait anticipé, le réveil inespéré de la biodiversité. Les failles obscures entre les roches étaient devenues un sanctuaire grouillant de vie. Des insectes bénéfiques et de petites couleuvres y avaient élu domicile, traquant sans relâche les ravageurs de culture. Des rongeurs y creusaient leurs nids, attirant depuis le ciel les faucons et les chouettes qui régulaient la population de criquets. Ce tas de cailloux que tous méprisaient s'était métamorphosé en un écosystème miniature complexe et autonome. Nolan avait simplement cherché à sauver sa poussière, mais en choisissant de s'allier à la géologie plutôt que de tenter d'écraser la nature sous le poids des machines, il avait accidentellement redonné son souffle vital à toute la plaine. Toute grande histoire où un homme seul a raison contre tous nécessite ce moment précis, cette scène charnière où le détracteur le plus féroce vient constater sa propre erreur. Au printemps de l'année 1970, Merle Axton roulait sur la route départementale, en route pour une livraison, lorsqu'il ralentit l'allure avant de s'immobiliser totalement sur le bas-côté. La différence qui s'étalait sous ses yeux était tout simplement écrasante. Au nord de la propriété de Nolan, au-delà de la zone d'influence du rempart, les terres ressemblaient à n'importe quelle autre parcelle du comté, un blé clairsemé, un sol pâle et des traînées de poussière soulevées par les bourrasques. Mais au sud, majestueusement protégé par la pierre, le champ arborait un vert sombre, dense et vigoureux. Même depuis la cabine de son camion, Merle pouvait tracer la ligne exacte où s'arrêtait le miracle et où reprenait la désolation. Il resta assis là, en silence, pendant un temps infini, terrassé par l'évidence. Puis, il redémarra et conduisit lentement jusqu'à la cour de la ferme. Nolan se trouvait dans la pénombre de sa grange, occupé à affûter un soc de cultivateur sur une meule étincelante. Il releva les yeux lorsque la silhouette de Merle découpa l'encadrement de la porte. Les deux hommes ne s'étaient pas adressé la parole depuis des années. Merle balaya la grange du regard, puis se tourna vers l'extérieur, fixant la longue crête grise qui barrait l'horizon ouest. « Ce mur » commença Merle d'une voix sourde. « Il fonctionne » ? « Depuis 3 ans » répondit calmement Nolan, sans cesser son ouvrage.
Ton blé ne ressemble à aucun autre. Il a de la vraie terre arable sous ses racines. Plus personne n'en a ici. Merle fit une pause, jaugeant le coup moral de son aveu face au prix de son ignorance passée. Je l'ai qualifié d'édifice médiéval. J'ai publiquement déclaré que tu retournais à l'âge de pierre. Tu l'as fait, en effet, confirma Nolan, sans la moindre trace de triomphe ou de rancœur dans la voix. Et pourtant, il fonctionne. 39 boisseaux sur une terre qui m'en donnait péniblement 21. À toi de me dire si cela fonctionne. Merle baissa les yeux vers ses bottes poussiéreuses. Il ravala sa fierté et posa la question qui allait tout changer. Combien cela coûterait-il d'en bâtir un sur les terres de mon frère? Il perd tout son sol sur son quart ouest, lui aussi. Nolan posa son outil. Combien de roches ton frère a-t-il sur son domaine? S'il les arrache chaque printemps comme nous tous, alors cela ne lui coûtera absolument rien, si ce n'est du temps. Les pierres sont offertes par la terre. Le labeur sera le sien. Cela m'a pris 6 ans. Seul. 2 hommes travaillant de concert pourraient l'achever en 3. Merle ne rajouta rien et repartit. Mais le printemps suivant, une nouvelle fondation de pierre sèche commença à s'élever sur les terres de son frère. Puis une autre, l'année d'après, à l'est de Syracuse. En 1975, le comté de Hamilton comptait cette muraille de ce type. Nolan n'en avait bâti aucune autre. Ses pères étaient simplement venus étudier son chef-d'œuvre pour reproduire ses gestes. La consécration ultime vint des institutions elles-mêmes. Roger Voss, l'agent qui avait autrefois rejeté l'idée, publia un bulletin officiel validant cette pratique vernaculaire. Le Service fédéral de conservation des sols dépêcha un expert qui mesura rigoureusement l'impact de l'ouvrage. Ces instruments confirmèrent ce que Nolan savait intimement depuis plus d'une décennie. Le mur arrêtait l'érosion nette, sauvant près de 640 tonnes de terre végétale chaque année. Interrogé par l'expert sur la façon dont il avait deviné cette solution, Nolan offrit une réponse d'une humilité poignante. « Je n'ai fait qu'observer le vent frapper les murs de ma grange. La physique est la même. Les roches sont inutiles pour un homme qui veut labourer, mais elles sont inestimables pour celui qui veut arrêter le vent. C'est simplement une autre définition de ce qui est utile. » La sagesse n'avait pas eu besoin de crier pour triompher. Elle avait simplement attendu, ancrée dans la roche, que le monde vienne à elle. Nolan Cridé a continué de cultiver ses terres jusqu'en 1992. Il avait alors 74 ans. Au crépuscule de sa vie, il pouvait contempler non pas un, mais 19 autres remparts de pierre s'élevant à travers le comté de Hamilton, tous nés de son intuition silencieuse. Il avait transformé 10 000 roches maudites, le rebut absolu de l'agriculture du Kansas, en l'outil de conservation le plus redoutable de la région. Et il avait eu le privilège de voir sa parcelle la plus aride devenir le joyau fertile de son domaine. Lorsqu'il se retira enfin, son fils Paul reprit le flambeau, héritant à la fois de la terre noire et du grand mur. L'ouvrage n'exigeait d'ailleurs presque aucun entretien. Les murs en pierre sèche possèdent cette grâce merveilleuse de s'autoréguler. Lorsqu'un moellon s'affaisse sous l'effet du temps, ce qui le surplombe glisse doucement pour combler le vide. Quand le gel d'hiver soulève une section, le poids implacable de la structure la replace naturellement à la fonte des neiges. Le rempart originel est toujours debout aujourd'hui, des décennies après la pose de la première pierre. Paul l'a même prolongé de 400 mètres vers le nord, reproduisant avec la même dévotion les gestes ancestraux que son père lui avait enseignés, sacrifiant ses propres soirées et ses week-ends à ce rituel minéral. Puis vint la 3e génération. En 2004, Sarah, la petite fille de Nolan, rédigea sa thèse à l'Université d'État du Kansas. Elle l'intitula « La conservation vernaculaire des sols, les brise-vents en pierre comme réponse indigène à l'érosion ». Son directeur de recherche, un agronome chevronné qui avait passé sa carrière à étudier les sols, lut le document et n'y apporta qu'une seule correction. Il biffa le mot vernaculaire dans le titre et le remplaça par génial. Nolan s'est éteint paisiblement en 2007, à l'âge vénérable de 89 ans. Ses funérailles se tinrent dans la modeste église ménonite de Syracuse. Une cérémonie à son image, silencieuse, humble et digne. Roger Voss était présent, tout comme le frère de Merle Axton et l'ancien expert fédéral des sols. Lors de l'éloge funèbre, Paul prononça ces mots qui résumaient un siècle d'existence. Mon père regardait des pierres et voyait un mur. Tous les autres regardaient ces mêmes pierres et ne voyaient que des déchets. Voilà la différence entre un homme qui résout un problème et un homme qui s'en plaint. Le vent a toujours été là. Les roches ont toujours été là. Mon père a simplement mis les unes devant l'autre. Aujourd'hui, c'est Sarah qui veille sur cet héritage monumental. Le blé protégé par le mur surpasse toujours allègrement les rendements moyens de la région. La couche arable y est toujours sombre, profonde et gorgée d'humidité, dans un territoire où tant de champs ont irrémédiablement perdu la moitié de leur épaisseur originelle.
Et chaque printemps, lorsque le cycle éternel du gel expulse de nouvelles roches à la surface, Sarah les ramasse, non pas parce que le mur en a cruellement besoin, mais pour honorer cette leçon inestimable, rien de ce que la terre nous offre n'est un déchet, pour peu que l'on sache quoi en faire. Parfois, la véritable réponse face aux forces de la nature ne réside pas dans une technologie foudroyante, mais dans la lenteur de la géologie. Nolan Cridé nous a prouvé que la patience est l'outil suprême, celui qui relie l'ingéniosité d'un homme à l'éternité d'un paysage. Ces récits d'hommes et de femmes façonnant le monde avec humilité méritent de traverser le temps. Si cette histoire de résilience et de sagesse terrienne a résonné en vous, je vous invite chaleureusement à la partager autour de vous et à marquer votre appréciation en aimant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres voyages au cœur de la mémoire humaine et de notre patrimoine oublié. Votre soutien est la fondation qui nous permet de continuer à bâtir ces récits, pierre après pierre. Merci de votre précieuse écoute et à très bientôt.